Bienvenue chez Cure d'Homme, le média pour la masculinité positive, saine et responsable. Aujourd'hui, je suis avec mon bro, Anderson. Comment ça va? Ça va et toi? Tranquille? Yes, on est là. Super. Aujourd'hui, on reçoit une invitée spéciale, juste pour vous. Aurélie, comment vas-tu? Ça va, très contente d'être là. Et toi? Ça va, merci. Nice. Salut Anderson. Je pense qu'on va passer un bon moment, donc j'ai hâte. Yes. En tout cas, Aurélie, on est vraiment content de t'avoir. En tout cas, on aime ce que tu fais, ce que tu proposes. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je suis psychologue intégrative. J'aide tous les individus à aller mieux, à guérir de leurs blessures du passé, à se retrouver pour avoir des relations saines. Mais effectivement, j'ai un petit coup de cœur pour aider les femmes et les couples aussi. J'organise aussi des retraites thérapeutiques où on part quelques jours avec des femmes pour se retrouver, guérir. Et puis, je suis aussi maman d'une petite fille de 5 ans et demi qui s'appelle Alia. Et puis, j'organise aussi des conférences quand même. Oui. Et voilà. Ok, super. En tout cas, merci pour la présentation. Avec plaisir. On a pas mal de choses à dire. Yes. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est important, hyper. qui peut être tabou parfois. Pour certains, on va parler des blessures générationnelles. Donc, avant d'aller plus en profondeur, qu'est-ce qu'une blessure générationnelle? En fait, une blessure générationnelle, c'est une souffrance, un trauma émotionnel, psychologique qui se transmet de génération en génération. Donc, finalement, si ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père a porté quelque chose sans forcément en guérir, ça va être quelque chose que toi aussi, tu peux porter de manière inconsciente. Et c'est quelque chose que tu vas reproduire dans tes comportements, peut-être dans tes émotions, dans tes manières de parler, dans tes manières d'aimer et de recevoir l'amour. Et tant que c'est pas guéri, finalement, c'est quelque chose qui se transmet de père en fils, de génération en génération. Et c'est quelque chose qu'on porte encore plus dans notre communauté, dans nos communautés afrodescendantes, depuis l'esclavage, la colonisation. C'est des choses très fortes, finalement, qui se transmettent. Ok. Pourtant, on a tous des blessures générationnelles, hommes comme femmes. Ouais, grave. Et ça se répercute... Alors, on peut se dire que ça se répercute un petit peu différemment chez la femme et chez l'homme, plus dans les conséquences, dans les comportements. Mais en réalité, que tu sois homme ou que tu sois femme, tant que tes parents, tes arrière-grands-parents, etc., n'ont pas guéri et n'ont pas conscientisé, n'ont pas parlé, n'ont pas mis des mots, etc., ont refoulé, finalement, c'est quelque chose qu'après, nous, on va porter. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose... Déjà, merci d'en parler là, dans ce podcast. Quelque chose dont on doit s'occuper pour éviter, après, nous, de le transmettre de manière inconsciente à nos enfants, et etc., quoi. C'est pas évident pour un homme d'être conscient de ce sujet-là, parce que j'imagine déjà, toi, on va parler français, mais toi, dans tes consultations, c'est plus des femmes. Carrément. En fait, j'ai à 90% des femmes, et le reste, c'est des couples. Okay. Et généralement, c'est la femme qui vient parce que justement, son couple ne va pas très bien, et donc l'homme suit, mais il suit difficilement. J'ai eu un seul cas où c'est l'homme qui est venu vers moi en me disant « on a besoin de se faire accompagner », et c'est vraiment rare. Et après, ce qui se passe, et c'est là que je trouve ça hyper intéressant, et j'adore finalement échanger aussi avec les hommes, même si mon cœur reste pour la femme, mais c'est parce qu'on part du couple et ils se rendent compte qu'après, eux-mêmes, il y a des besoins, eux-mêmes, il y a des traumas, et que ce qui se passe dans le couple, ça vient aussi d'eux, de la femme, mais de leurs blessures qui leur sont propres. Et que c'est pas juste une question de communication où elle sait pas m'écouter, elle sait pas faire ça, elle sait pas faire ci. En fait, chacun porte son passé, ses traumas, son bagage, on va dire, émotionnel. Et donc, à ce moment-là, on a des consultations individuelles. Et c'est hyper intéressant parce qu'ils se rendent compte que ah ouais, en fait, j'ai du boulot. Ah ouais, en fait, mon père, il a fait ça. Et ils osent poser des mots. Beaucoup plus difficile pour eux que pour les femmes, finalement, de s'ouvrir. Mais une fois qu'ils se sentent en confiance et qu'ils ne sentent pas le jugement aussi, cette peur d'être jugé et que d'avoir un petit peu ce rôle d'homme et de virilité enlevé, ils s'ouvrent et ils se rendent compte que en fait, je suis un être humain aussi. Et donc, j'ai des émotions. Et donc, je ressens des choses. Et donc, j'ai des blessures. Et je dois communiquer. Et je dois extérioriser. Et c'est super beau à voir, finalement, quand ça se passe, ça. Et est-ce que de ton expérience, homme comme femme, dans la communauté, ou en général, par ton expérience, tu peux dire que est-ce que les gens ont conscience de la notion de blessure? Je pense que certains, oui, et certains, c'est en surface. C'est que quand ils voient dans leur comportement, et généralement, ça part de « j'étais en relation et je me suis rendu compte que… ». Et quand ils se rendent compte de leurs actions, qui ne sont pas forcément saines, ou justement qu'ils répètent
des relations qui ne marchent pas, quoi, ils se disent « Ah, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. » Et en fait, ils ne réalisent pas la profondeur de la blessure ou du trauma. Et parfois, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ça fait 3 mois, je ne comprends pas pourquoi on se voit encore, j'ai cru que j'allais être déjà guérie. » Et je suis là en mode, mais tu te rends compte de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as vu, de ton histoire de vie, de la profondeur du trauma par moment. Et à 80% du temps, il leur faut un temps pour accepter leur histoire. Et qu'accepter qu'avoir vu leur mère se faire battre par leur père, waouh, c'est douloureux, c'est difficile. Qu'accepter qu'un père qui est absent, c'est pas normal. Moi, je suis antillaise, je suis de la Guadeloupe, un père absent... 90% des foyers, on a vu ça. On a vu une mère qui était toute seule, qui se battait, ou un père qui était à moitié là. Et donc, pour eux, c'est normal. Et donc, c'est normal de porter quelque chose. Et sur les hommes que j'ai, c'est... en fait, je comprends pas. Mon père, il a toujours fait comme ça. Moi, j'essaye de faire un peu mieux que lui. Je suis là, je vois pas pourquoi elle se plaint. Mais il y a tellement plus que ça, tu vois, que d'être là. Et donc, je pense qu'ils réalisent pas la profondeur de la blessure et qu'ils comprennent qu'en surface. Et c'est après, en creusant, ils se disent « Ah ouais, en fait, c'est compliqué ce que j'ai vécu. C'est pas que l'autre. » Parce qu'on a aussi ce truc de se dire « Bah non, mais c'est l'autre. » Ou ce que l'autre a vécu, c'est pire. Et puis, il y a beaucoup... Soit j'ai cette phrase de « Ouais, mais moi, j'ai pas vécu ça. » Ok, mais ce que tu as vécu, c'est déjà incroyable. Et aussi, mes parents, ils ont tout fait pour moi. Je sais qu'ils m'ont aimé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ils osent pas vraiment mettre des mots sur... J'aurais aimé que mon père soit là, ou j'aurais aimé que ma mère me dise je t'aime, ou j'aurais aimé que ma mère me fasse des câlins. Non, mais je sais que ma mère, elle a travaillé, elle a tout sacrifié pour nous. On a un peu cette dette inconsciente qu'on porte. Ils se sont sacrifiés pour moi, mes parents. Donc, je sais qu'ils m'ont aimé. Ouais, là, en tant qu'adulte, tu le conscientises et tu sais que c'était de l'amour. Mais en tant qu'enfant, ce dont tu avais besoin, c'était de la présence, c'était de l'affect, c'était d'être rassuré. Et c'était pas juste qu'on te dise reste là, je reviens, je vais travailler pour mettre de la nourriture dans le frigo. Donc, quand ils se détachent aussi de cette dette et de cette loyauté, déjà, on arrive à travailler différemment, tu vois. Et justement, ce process que tu viens d'expliquer là, pour nous encore dans la communauté, est-ce que c'est pas déjà un schéma qu'on répète Ouais, même carrément. depuis que tu l'as dit, et nous, c'est des discussions qu'on a souvent avec Josué, avec d'autres frères. Est-ce que c'est pas un schéma qui remonte après, suivant les régions, parce que quand on dit la communauté afro-caribéenne, c'est très large, mais ça se schématise différemment. Si tu prends les Caraïbes, l'Afrique, il peut y avoir quelques différences, mais une base commune. Est-ce que c'est pas au final, ça remonte pas depuis, c'est des choses qu'on reproduit qui datent depuis comment les choses ont été installées depuis l'esclavage, puis après la fin de l'esclavage, mais il y a certaines choses qu'on a gardées. Est-ce que ce schéma-là on reste pas dans ce schéma qui fait qu'on n'a même pas le temps, et je crois que c'est une phrase que tu as mis sur tes réseaux, qui dit pour se connaître, il faut connaître son histoire, quelque chose comme ça. Mais en fait, est-ce qu'on a le temps de connaître, de prendre le temps de se poser, raconter, de comprendre l'histoire qu'on a, et de se dire, il y a ça de ça a découlé ça, et voilà ce qu'on doit corriger, voilà les blessures qu'il y a eu, etc. Ce que tu dis, c'est hyper juste, et on a fait des parce que c'est hyper deep. Non, c'est deep. Hein. Vraiment. Deep, mais parce que tu as totalement raison. En fait, on nous a appris à fonctionner d'une certaine manière. Quand on a été, nos ancêtres ont vécu ça sous l'esclavage, il n'y avait aucun espace pour ressentir, pour exprimer, pour dire « je ne vais pas bien ». Un homme, quand il se disait « ouais, ma femme, on est en train de la violer, mon enfant, on va le battre », il ne pouvait pas parler plus. Parce que s'il parlait plus, s'il osait dire quelque chose, s'il osait dire comment il se sentait, soit sa femme allait mourir, soit son enfant allait mourir, soit lui-même allait mourir. Donc, en fait, il y a ce mécanisme de protection et de survie, à l'époque, vraiment, c'était de survie, qui s'est créé où, pour que ma famille aille bien, je dois me taire, je dois endosser, je dois supporter. Et donc, ça fait des années, des milliers d'années qu'on n'est plus, encore je dis des milliers d'années, mais ça fait des années, qu'on n'est plus dans ça, mais c'est quelque chose qu'on a reproduit et c'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont pas présents, parce qu'ils ont appris à noyer ça dans l'alcool, en refoulant, donc en n'étant pas bien, dans les dépressions, dans tellement de choses, et c'est ce qu'on peut aussi appeler un gros stress post-traumatique qui s'est juste transmis de génération en génération. Donc, en fait, on a grandi dans ce système-là et dans ce schéma répétitif où je dois me taire. Et j'ai même pas le temps de dire que ça ne va pas, parce que j'ai grandi en me disant j'ai pas l'espace nécessaire
pour le faire, parce que sinon, je me mets moi ou ma famille en danger. Yes. Et tant que ça, on ne le conscientise pas, nous, parce qu'on aime bien dire, oui, mais c'est il y a longtemps. Donc là, on n'est plus dans l'esclavage. Donc oui, effectivement, on l'est plus. Et merci Seigneur qu'on n'est plus dedans. Mais on porte encore des choses qui sont ancrées en nous. Et tant qu'on ne conscientise pas ces choses, et tant qu'on n'ose pas dire ça ne va pas, on brise rien. Et pour moi, c'est vraiment ce schéma, un schéma de toute façon, il s'arrête quand on comprend c'est quoi, et quand on décide de dire, ok, là, je mets un stop à ce schéma. Donc, au lieu de juste être dans, ok, je fais un cercle qui se répète, je décide de briser le cercle pour en créer un nouveau, tu vois. Et pour moi, avec ce genre de médias, c'est ce qu'on fait, de vouloir briser le cercle pour dire, je crée quelque chose de nouveau, parce que sinon, juste on répète. Et on ne se laisse pas cet espace pour dire, ça ne va pas. Et tant qu'on ne se laisse pas cet espace pour dire, ça ne va pas, parce qu'avant, on ne l'avait pas, attention, ça ne va pas changer. Wow, c'est vraiment deep, hein, ce que tu dis. Ce que tu dis aussi, Anderson. Il y a pas mal de choses. Je pense que parfois, notre culture, elle peut devenir problématique. Je pense. Ouais. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais il faut le dire. Il faut dire les choses. On est là pour dire les choses. La culture, ça peut devenir problématique. Comment on a grandi, comment on a évolué. Mais aussi, et ça, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais j'ai pas honte de le dire, tu vois, on a grandi, je pense, pour la plupart dans des foyers chrétiens. On va à l'église, etc. Et souvent, on prend pas le temps. En fait, on a mis l'accent sur faut prier. Faut prier. Ouais. Mais on n'a pas pris le temps de guérir de nos blessures. En gros, on met l'accent sur le spirituel, mais pas sur l'aspect psychologique. Donc, ça veut dire, arriver à des moments de la vie, on se dit, mais mince, je prie, mais je vois que j'ai des blessures de l'âme. Je souffre du rejet. Pour toi, c'est pourquoi, en fait? Pour moi, on revient sur ce qu'Anderson disait. À un moment donné, pendant justement l'esclavage, la manière dont Christ a été représenté, c'était le seul espoir. Donc, on n'avait pas non plus ce temps du tout de dire ça ne va pas. Par contre, on a vu, et surtout aux États-Unis, des églises émerger et vraiment des foyers tout donnés à l'église. C'est ce qui a même donné des dérives, voilà. Mais parce que c'était l'espoir. L'homme blanc pouvait rien faire pour nous, le gouvernement n'avait rien faire pour nous. Par contre, Dieu, lui, pouvait. Et donc, vu que nos ancêtres et nos grands-parents, etc., ont tout mis, et effectivement, il y a eu plein de changements, et aujourd'hui, nous, on est capable de parler hyper librement de tout ça, on a gardé ce schéma de « mais t'inquiète, Jésus sauve ». Jésus peut tout et Dieu peut tout faire. Et donc, on nous a pas ouvert la porte, et c'est même tabou pour nos parents quand justement, moi je sais que quand j'ai dit à ma mère que je voulais être psychologue, why en fait pourquoi on est chrétien, on a Jésus, pourquoi? Et maintenant, elle comprend totalement, mais au début, c'est vraiment Jésus peut tout faire. Et on comprend pas qu'on est corps, âme et esprit. Si on a des problèmes au niveau du corps, alors bien sûr, on peut prier, mais on va surtout aller voir un médecin. Et les médecins, tu vois, qui sont spécialisés dans nos problématiques. Mais on va pas se dire, au niveau de l'âme, on a aussi besoin de voir des médecins et des psychologues ou des psychiatres ou autres. Et on va tout de suite beaucoup mettre ça sous c'est le diable, il faut prier. Alors qu'en réalité, je pense qu'on a juste peur de se confronter à nos blessures, à ce que ça peut révéler, parce qu'aussi, on nous a pas appris à le faire. Et justement, surtout pour les hommes, parce qu'on est dans un podcast spécial pour les hommes, mais il y a aussi cette notion de un homme, ça pleure pas. Un homme, c'est fort. Et dès petit, ce qu'on dit aux garçons, c'est tu pleures comme une fillette. Ou même à un moment donné, ça on l'entend un peu moins, mais comme une pédale. C'était soit les homosexuels qui étaient catégorisés, donc eux, ils peuvent pleurer, ou les filles, en fait. Alors qu'un petit garçon, c'est un petit garçon qui a des émotions. La partie de son cerveau émotionnel est toujours pas développée à 100% comme une petite fille, donc c'est normal qu'il soit régi par ses émotions. Mais dès petit, on lui fait comprendre que si tu pleures, t'es une fille. Si tu dis que t'as mal, des petits garçons, j'ai déjà vu des petits garçons tomber et se faire hyper mal, leur père dire tu vas pleurer comme une petite fille là, mais t'as mal en fait. Et on se rend pas compte du conditionnement que vous avez finalement en tant qu'homme. Après, les femmes, on vous demande mais extériorisez, soyez plus doux, parlez. Et on vous met un petit peu une pression sans vraiment conscientiser que, ah ouais, mais la manière dont lui, il a appris à être homme, même ce qu'il a vu de son père ou des hommes autour de lui, c'est on n'extériorise pas, on garde, on supporte, pour que justement laisser tout l'espace à la femme et aux enfants
de venir se décharger. Et c'est comme si l'homme, on lui a appris à être un pilier, sauf que c'est inhumain. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des hommes qui partent, qui ne sont plus là, parce que c'est juste trop. Et c'est là, nous, aux Antilles, je sais qu'on a ce saying de dire la femme potomitan, tu vois, la femme, pour les noms créoles, le poteau du milieu, alors que c'est vrai que l'homme a appris que c'est censé être moi le pilier de la maison. Ouais. Donc, quand la femme prend un petit peu cette place, où est ma place, tu vois? Donc, je pense ça a été un petit peu depuis des générations la facilité, le seul recours qu'on avait de se dire, il y a la foi, et je vais oser dire au lieu plus fort que la foi, la religion, parce que par moments, c'est pas une question de foi, c'est vraiment la religion. Exactement, et on fait des choses sans se rendre vraiment compte de la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Et on se cache derrière pour éviter, peut-être parce qu'aussi on n'a pas conscience de tout ce qui se passe en nous. Et ça arrive à un moment quand on vit un traumatisme vraiment, des fois qui vient nous bouleverser, qu'on se dit « Ah ouais, en fait, ça va pas ou je suis pas heureuse. » tu vois. Et même ça, encore malheureusement, il y a des personnes qui se disent « Non, mais dans la Bible, c'est marqué « Soyez toujours joyeux ». Donc, ces personnes-là refoulent leurs émotions et finalement vivent une vie qui, pour moi, n'était pas la vie que Dieu avait pour eux non plus, tu vois. Yes. Et un truc que je voulais dire justement, je rejoins José par rapport à ce qu'il a dit et ce qu'on est en train de dire depuis le début, c'est là qu'une des chances que nous, on a, tu vois, maintenant on est dans une culture un peu plus mondialiste et même nous qui avons grandi en France, en banlieue, c'est qu'on a le mélange de ces cultures. Yep. Yes. Et moi, je sais que j'ai grandi dans en cité, en banlieue, 94, tout ça, mais notamment la ville où j'ai grandi, il y avait une bonne mixité. Mais j'ai toujours été dans des classes où on était une minorité. Soit j'étais le seul noir, on était 2, 3, etc. Et là où je me suis rendu compte en grandissant qu'on n'a vraiment pas les mêmes points de départ et les mêmes combats, c'est que des fois, tu vas aborder certains sujets. En fait, c'est la perception. La conception de certaines choses, la perception. Et tu vas voir que nous, on a des combats ou des choses qui nous concernent. Et ben en fait, dans d'autres communautés, ils sont déjà loin par rapport à ça. Ne serait-ce que l'aspect égo, l'homme qui peut s'exprimer, le père qui va s'exprimer à son enfant, le père qui va s'ouvrir, certaines discussions qu'il y a, que nous, en fait, on a, comme on disait, on a parlé en off, tu vas voir que nous, en fait, on est aux prémices, c'est en train de changer, gloire à Dieu, parce que justement, on est dans des espaces beaucoup plus ouverts, où on sort. Et en fait, comme il a dit Josué, c'est cet aspect, en fait, et beaucoup ont du mal quand ils sont trop ancrés. Des fois, il faut qu'on sorte de notre culture. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais il faut qu'on sorte en tout cas, cet aspect de la culture-là, où on est en train de on est programmé à refaire ce qui vient de nos grands, des arrière-grands-parents, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on doit garder. Le côté combatif, etc., ça, on ne peut pas le retirer. Mais cet aspect, le mal qu'on a subi, qui nous a formaté, on doit s'en libérer. Moi, je suis originaire d'Haïti. Il y a cet aspect, les Haïtiens, nous, on a fait ça. Et des fois, on a des longues discussions. Mais tu vois que même étant, on dit la nation qui c'est 1804, etc., tu vois qu'on garde encore quand même des choses, des blessures par rapport à ça. Et on ne peut pas être totalement libre. Tu peux être libre physiquement, mais tu restes enfermé. Et dans plein de films, il y a ces phases-là, mais tu peux être libre physiquement, mais ton esprit, il est enfermé. Et aujourd'hui, c'est ça. On a beau être libre physiquement, mais mentalement, on est encore enfermé dans beaucoup de choses. Et gloire à Dieu, on arrive avec des médias comme ça à le faire, mais il y a encore, effectivement, comme on dit aussi, le côté franco, où il n'y a peut-être pas eu des hommes ou des combats qui ont été menés, contrairement à nos voisins des US qui sont un peu plus avancés sur ça, en tout cas sur la question, sur comment agir. Et déjà, est-ce que sortir de la culture, c'est une mauvaise chose? C'est la réponse. Lui aussi. Non, en fait, le but, c'est pas de perdre qui tu es. Notre culture, ça fait partie de notre identité, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a cet esprit combatif, cette résilience qu'on a en nous, qui est profondément inscrit dans nos gènes, parce que tous nos ancêtres se sont battus pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui, tu vois. Par contre, et c'est comme dans l'éducation, tu vois, c'est qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je jette, entre guillemets, tu vois, qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui et qu'est-ce qui ne l'est pas, et savoir faire la part des choses en se disant, moi, j'ai pas de dette envers qui que ce soit, tu vois. J'ai pas de dette envers mon pays, envers mon île, j'ai pas de dette envers mes parents, j'ai aucune dette. Moi, je dois juste faire ce que je suis appelée à faire et être qui je veux être. Et je sais que dans nos cultures, on porte une dette parce qu'on se dit, mais nos parents, ils se sont battus pour que.
Mais at the end of the day, je pense vraiment que nos parents, ce dont ils aspirent le plus, c'est qu'on soit heureux et épanoui, même si parfois c'est dit et fait de manière très maladroite. Tu vois. Et donc, non, le but, c'est pas de se débarrasser de notre culture, mais de pouvoir se dire, ok, voici ce que mes ancêtres ont subi, voici ce qu'ils ont combattu, voici ce que j'observe aussi dans ma culture qui se répète. Est-ce que moi, je veux continuer à être celui qui porte ça ou pas? Est-ce que moi, je veux continuer à être celle qui porte ça ou pas? En tant que Guadeloupéenne, moi, je veux pas continuer à être la femme potomitan. Moi, je veux pas continuer à être celle qui porte tout le foyer. I don't want it. Et même si, tu vois, on a eu cet essor de la femme forte qui porte... Je veux pas, c'est épuisant. Nos mamans, elles sont épuisées, tu vois. Et effectivement, elles portent parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais si on a le choix, est-ce qu'on n'en ferait pas des différents, tu vois? Et je pense que c'est là qu'on doit vraiment se poser les questions. C'est par rapport à ma culture, quels sont les choix que je veux prendre? Qu'est-ce que j'aime dans ma culture? Moi, j'adore tout ce qui est autour de la musique. J'adore le compas dans votre culture. J'adore le zouk. J'adore le côté festif. J'adore plein de choses. J'adore la nourriture. Enfin, tu vois, il y a plein de choses que j'adore. J'adore la combativité, la résilience. Mais il y a d'autres choses que j'aime pas. Tous les tabous qu'on met autour, par exemple, de la sexualité, des conversations mère-enfant, de l'affect. Je veux pas. Donc, c'est pas ce que j'ai transmis à ma fille, tu vois. J'aime pas non plus cette idée dans notre culture afro-caribéenne de se dire on est en couple, ça se passe pas bien, mais on reste dedans, peu importe si on subit des violences, peu importe, parce qu'on est marié devant le Seigneur ou parce que c'est ça dans nos grands-mères. Moi, je sais que dans ma famille, c'est ce qu'elles ont porté. Quand je regarde ma lignée, c'est ce qu'elles ont porté, des mariages, mais destructeurs. C'est pas ce que moi je veux porter, tu vois. Et culturellement, il faut se demander, il y a la culture et puis il y a nos familles. Qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on veut porter? Et qu'est-ce qu'on veut briser? Et je pense, plus encore en tant que croyant, de se dire qu'est-ce qu'on brise? Pourquoi est-ce... Enfin, quel exemple est-ce qu'on veut montrer aussi aux autres? C'est bien de dire oui, évangéliser, etc. Mais pour moi, en termes d'amour, en termes d'exemplarité, qu'est-ce que je veux transmettre, tu vois, au-delà de ça? Donc, je pense c'est pas de c'est pas de se couper carrément, parce que pour moi, c'est pas quelque chose de sain non plus, de se couper de la culture. Mais c'est pas non plus de dire je veux que ça, je veux que ça, et répéter un petit peu, pardon, mais bêtement, ce que nos ancêtres ont subi et ont vécu, tu vois. Yes. Wow, c'est deep, hein. Comme d'habitude, c'est deep, en tout cas, merci. Avec plaisir. Et pour toi, c'est quoi les conséquences d'une blessure générationnelle pour un homme, afro? Ça va être un homme qui va avoir du mal à s'ouvrir, à communiquer, qui va avoir comme mécanisme de protection la méfiance, l'évitement. On parle souvent de style d'attachement. Il y a le style d'attachement sécure et les styles d'attachement insécures, donc anxieux, évitant et désorganisé. Et généralement, un homme qui a grandi justement dans tout ce dont on a parlé avec les blessures générationnelles va être dans un style d'attachement insécure. Donc, généralement, rarement, les hommes, c'est anxieux, tu vois. C'est souvent évitant. Et donc, du coup, ils ont appris que être proche, c'était dangereux pour eux parce qu'ils n'ont pas reçu l'affect, parce qu'ils n'ont pas vu l'affect non plus en grandissant. Donc, du coup, le fait de se dire, je veux m'ouvrir, je veux dire quand ça va pas, je suis rejetée, donc c'est dangereux, donc il faut que j'apprenne, moi, à refouler. Il faut que j'apprenne à garder tout pour moi. Et donc, plus tard, dans mes relations amoureuses ou même amicales, je vais prendre de la distance avec tout ce qui est affect, émotionnel et justement sujet deep. Ça va être des hommes qui ils ont vu leur père faire d'une manière et se sont toujours dit, je veux pas devenir cet homme, ni pour ma future femme, ni pour mes enfants, mais qui malheureusement vont juste répéter de manière inconsciente parce que c'est ce qu'ils connaissent en fait. Et le cerveau va réellement vers ce qu'il connaît. Donc, si toute ton enfance, tu as vu une manière de faire, même si tu sais qu'elle est pas bonne, si t'as pas guéri dessus, tu vas retourner dedans. Sans vraiment t'en rendre compte. Et tu vas pouvoir après te dire, punaise, mais c'est tout ce que je voulais pas. Mais oui, mais parce que t'as pas pris le temps de guérir, tu vois. Donc, ça va être des conséquences où, finalement, dans leur relation, eux, après d'adultes, ils vont avoir du mal à être dans l'affect. Dans leur relation avec leurs enfants, ils vont avoir du mal à être dans la transmission parce que, ils l'ont pas connu. Et ils vont tout simplement répéter cette blessure générationnelle, tu vois. Et c'est pour ça que 80% des couples, tu vois, aujourd'hui, qui n'ont pas justement fait de la thérapie ou pris le temps au moins de conscientiser leurs blessures, vont être dans les mêmes schémas.
j'ai un mari à la maison qui parle pas, elle veut tout le temps parler, moi ça me saoule, il exprime pas ce qu'il ressent, elle me demande Oui, mais parce qu'en fait, tu vois, on est dans des discussions qui, pour l'homme, font pas sens parce qu'il a pas appris. Donc, on a beau, nous, lui dire « Regarde, un tel, il dit ça, regarde la psychologie. » Ouais, j'entends, mais ça s'ancre pas parce que j'ai pas appris. Et on n'a pas non plus de repères. Là, comme tu disais tout à l'heure, il y a des médias et gloire à Dieu qui s'ouvrent, tu vois, mais on n'a pas appris, les hommes n'ont pas appris, sauf ceux qui ont eu cette chance, pour moi, cette grâce de grandir avec soit des hommes, donc des pères présents, soit des fois des tontons, des grands-pères, des hommes, parfois même dans l'église, comme tu disais, qui étaient des sources d'exemples. Mais sinon, il n'y a pas eu de repère. Exactement. Donc après, il doit apprendre, l'homme, à se débrouiller tout seul, à grandir tout seul, sans repère, et à essayer de manage comment être un homme, comme on m'a toujours appris, viril, pourvoyeur, qui prend soin d'eux, sans laisser transparaître mes émotions, parce que ma femme, elle a besoin d'un homme solide, alors qu'en vrai, c'est pas tant ça, mais un peu. Tu vois, donc, il y a toujours cette ambivalence de punaise, mais je suis censée être quoi, tu vois. Et donc, c'est pas évident. Je pense qu'on vous donne pas assez de crédit pour tout ce que vous vivez aussi à l'intérieur, parce que du coup, on le sait pas forcément, mais on vous donne pas assez de crédit pour tout ce qui se passe à l'intérieur de vos têtes, surtout les hommes qui conscientisent que, oh mon Dieu, il y a des choses qui sont pas forcément OK, parce que vous essayez de déconstruire quelque chose qu'on vous a appris, qui a été transmis de manière vraiment les blessures transgénérationnelles. Donc, vous portez quelque chose en vous, et d'un côté, on vous dit, ouais, mais en 2026, les hommes, il faut que ce soit comme ci, comme ça. Et vous êtes dans cette ambivalence de, mais je suis censée être qui ? Mais on vous demande pas juste d'être vous, et de vous découvrir, et de vous connaître, et sans juste porter tout ce poids, tu vois. Et je pense que plus vous allez apprendre à déposer les fardeaux qui sont les vôtres et à vous reconnecter avec vous-même, plus vous allez être en paix aussi, en tant qu'homme, en tant que père et en tant que mari. C'est important, et je pense que en fait, il y a tellement de taf. On en parle souvent. Grave, faites des conférences là, ouais, je comprends pas, vous êtes tout. Non, mais on en parle souvent, et il y a plusieurs choses à dire. On va pas trop en dire parce qu'il y aura une partie 2. Yep. Donc on va pas tout dire, mais aujourd'hui, il y a un sujet qui revient, c'est la charge mentale des hommes. Ça, c'est un sujet tabou. Souvent, on pense que la charge mentale, c'est seulement lié aux femmes. Mais pour toi, un homme, il peut avoir une charge mentale. Carrément. Ok. Alors là, on est d'accord qu'on parle d'un homme qui est investi dans le foyer, un homme qui n'est pas investi dans le foyer, qui laisse toute la charge justement à la femme qui, lui, va travailler, qui revient, alors que la femme aussi travaille, qu'elle revient et qu'elle doit tout gérer à côté. Cet homme-là, il n'a pas vraiment de charge mentale à part son travail. Si maintenant, c'est un travail qui demande énormément et qui, du coup, il a été mis dans ce rôle-là un petit peu de toi, t'es le pourvoyeur. Donc, du coup, tu dois gérer la partie finance. Et moi, je suis à la maison, parce qu'il y a des couples aussi comme ça qui se sont entendus. Moi, je suis à la maison, je m'occupe des enfants. La charge mentale, elle est plus ou moins partagée parce que l'homme n'a pas le droit à l'erreur dans son travail. S'il s'autorise à dire « j'en peux plus », c'est-à-dire que toute la famille s'écroule parce qu'il n'y a plus de revenus. Donc, cet homme-là, par exemple, il a aussi une charge mentale. L'homme aussi qui, les deux travaillent et qui s'occupe des enfants, qui est investi justement dans l'éducation et dans le couple aussi, mais il a carrément une charge mentale, et une charge mentale différente, parce que comme je disais tout à l'heure, on lui demande d'être quelqu'un qui ne sait pas être, en fait, qui n'a pas appris à être. Donc, on lui dit, alors d'un côté, je veux que tu sois un homme, donc je veux pouvoir venir à n'importe quelle heure et te dire quand ça va pas. Et je veux que tu supportes. Je veux que tu sois là pour m'épauler, je veux que tu sois là pour supporter mes pleurs, je veux que tu sois là pour m'écouter parler pendant des heures, alors qu'en réalité... Alors, je dis pas qu'un homme, c'est pas fait pour ça, pardon de le dire comme ça, mais on a des copines aussi avec qui, justement, on adore échanger, et c'est OK, tu vois. Mais on lui demande d'être tout ça, et en même temps, on lui demande, parle-moi de toi. Dis-moi comment tu vas. Mais montre-moi que ça va pas aussi. Dis-moi quand ça va pas. Sauf que si deux personnes, face à une situation, ne vont pas bien, qui tient le bateau ? Tu vois ? Et je pense que ça, on se rend pas compte, les femmes, de ce qu'on vous demande. C'est que si je te demande de tenir le bateau, ça veut dire que moi, je suis capable. Je peux être dans justement le reste et dire « Ah, ça va pas ». Je stéréotype, mais si je te demande de dire que ça va pas, c'est que moi, je peux tenir le bateau, tu vois. Et généralement, on n'a pas cette notion. Et généralement, on se dit « Bah non, mais t'as le droit d'être pas bien quand je suis pas bien. » Ok.
Ouais, ok. Le jour où ça arrive, c'est en mode « Mais tu peux pas être pas bien quand je suis pas bien, mais qui va gérer ici, mais comment ?» Et tu vois, on se rend vraiment pas compte de ce qu'on vous demande. Et la charge mentale de l'homme à ce niveau-là, elle est énorme. Nous, en tant que femmes, on nous a éduqués, on a grandi avec les poupées. On a grandi, on a joué à papa-maman. Moi, je vois ma fille, elle adore jouer à papa-maman. C'est quel jeu, ça? C'est quel jeu jouer à papa-maman? C'est nul quand t'es petite. Mais vous jouiez au Action Man, à la bagarre. Vous étiez libre d'être juste vous. Nous, on était déjà conditionnés. On doit s'occuper d'un poupon. On veut faire les courses. On jouait à un jeu, je me rappelle, la dinette. Dinette, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, nous, on nous a conditionnés à être des femmes, à être des mères, à être des épouses. Vous, pas du tout. Vous arrivez dans votre vingtaine et là, on vous dit tu dois gérer un foyer. Tu dois vouloir te marier. Des fois, il y a un enfant qui arrive, tu dois savoir être père. Vous n'avez pas joué à ça, petit, tu vois. Et donc, du coup, on se rend vraiment pas compte. Et c'est pas pour vous enlever une responsabilité, parce que pour moi, là, ce que vous faites, c'est prendre votre part de responsabilité, de conscientiser les choses, de vous poser des questions, parfois aussi d'aller en thérapie, etc., pour apprendre justement à faire autrement. Mais votre charge mentale, elle est réelle. Parce que quand on est face à un problème, soyons honnêtes, quand on a un homme capable, comme souvent les femmes disent à la maison, je suis désolée, on s'attend à ce que ce soit lui qui gère. On s'attend à ça. Mais d'un côté, on dit aussi, dis-moi si ça va pas. Hein. Ok, ouais. Sauf que si lui me dit que ça va pas, et que moi aussi je me dis, mais comment on va faire? T'es censé me rassurer. Mais je comprends pas, je te rassure ou je te dis quand ça va pas, tu vois. Donc ouais, la charge mentale des hommes investis, elle est énorme. Et on s'en rend pas compte. Et c'est dommage parce qu'on en fait un tabou, alors qu'on devrait plus le mettre sur la table, tu vois. Pour que justement, vous ayez ces espaces aussi pour dire, chérie, là, ça va pas. Sans être pointé du doigt en disant, t'es censé aller bien, mais... Et sans que vous ayez peur aussi de venir voir votre femme en disant, ça va pas, en fait. Et j'ai besoin aussi, moi, de temps. Sans qu'on vous dise, moi, je fais ça, je comprends pas, t'as besoin de temps. Donc, c'est des conversations qui sont importantes à avoir, je pense. Je pense que tout ce que tu as dit, merci de le dire en tant que femme. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'hommes comme tu l'as décrit et comme nous on aime décrire. Je pense que quand l'homme, donc l'individu de sexe masculin, il saisit qu'est-ce que c'est qu'être un homme, il y a beaucoup de démissionnaires. Parce que c'est trop lourd. Il y en a qui vont tenter et qui vont céder et qui vont fuir, ou il y en a qui vont se suicider et autres. Et il y a aussi cet aspect où on célèbre de moins en moins les hommes. Carrément. On célèbre de moins en moins les leaders, on célèbre de moins en moins un homme qui prend position. C'est tout de suite vu comme un problème. Un homme qui veut casser un cycle, c'est vu comme un problème, qui se dit non, tout ce qui se passe, c'est pas normal, je prends position. Prêt à mourir même pour ça, parce que les hommes d'avant, il y en a qui pouvaient aller jusqu'à la mort pour certaines valeurs, pour certaines choses. Et je pense qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a ce côté où il n'y a pas eu de reproduction de ce type d'homme-là aussi, ça fait que tout de suite, il peut se sentir esselé, ou il peut se dire c'est une trop grosse charge. C'est une trop grosse charge, je préfère rester un enfant. Et c'est ce qu'on voit dans beaucoup. Ils ne le disent pas comme ça, mais dans les agissements, je vais aller courir encore derrière les meufs, je vais aller m'amuser, je vais aller venir en délire, on fait encore du sport. Et tu vois que des fois, comme on dit, et je remercie Dieu, moi j'ai grandi avec quand je vois des hommes comme Josué, comme on dit, on est un peu frères de combat et tout, mais même des hommes avec qui j'ai grandi, on avait ce modèle-là encore. Et je pense qu'il y a une question de génération. Carrément. Parce qu'on n'a pas les mêmes modèles, malheureusement. Et on en parlera dans l'autre épisode. Mais je pense que nous, on a grandi avec une série de modèles. Et je voulais en parler, mais on en parlera après, qui nous a poussé à vouloir être des hommes en place. Tu vois, même si on avait ce côté charmeur et tout, mais avec une vision, présent pour nos enfants, présent pour notre femme. Mais des fois, bien souvent, tu n'es pas célébré aussi. Oui, parce que c'est aussi vu comme normal. Trop souvent. Les hommes qui posent des actions, c'est normal. Ils m'offrent des fleurs. Déjà ça, ils m'offrent des fleurs, mais ils pensent que c'est des fleurs alors que moi, je veux sortir. Frère, il t'offre des fleurs, en fait. Je veux dire, je dis pas que c'est le Graal, mais c'est tout est considéré comme, moi aussi je le fais. Quoi, je dois le célébrer, je dois lui dire merci parce qu'il a fait la vaisselle. Ça paraît des choses bêtes, mais qu'est-ce que l'homme a besoin aussi qu'on reconnaisse sa place et tout l'effort, parce que c'est un effort de briser, de venir d'une lignée qui n'a rien fait. C'est quelque chose de tellement profond de se dire, moi je veux pas reproduire, donc moi je veux briser des cycles, donc moi je veux prendre sur moi, donc moi je vais faire quelque chose d'inhabituel et je vais être présent. C'est incroyable de faire ça. Nous,
nous, c'est différent. Et je pense qu'on a parfois ce truc de compétition sans rendre compte. Moi aussi, je le fais. Oui, mais it's not about you, en fait. Tu vois, c'est vraiment de dire, moi, je valorise mon homme parce qu'il est là, parce qu'il s'occupe des enfants, parce qu'il s'occupe de moi, parce qu'il m'écoute, en fait. Parce que quand il sort du travail, il rentre à la maison. Yes. Il n'est pas là dehors à vouloir aller à la salle, à vouloir voir ses potes, à boire des verres. Il est là à la maison. Et pour ça, juste un merci chérie d'être là, ou je suis contente que tu sois là. Ça fait la diff. Yes. En tout cas, merci. Avec plaisir, merci à vous. C'était deep. Donc, il y aura une deuxième vidéo, forcément, parce qu'on a besoin de connaître la suite, forcément, après tout ça. En tout cas, merci. Avec Aurélie. plaisir, merci à vous. Et n'hésitez surtout pas à la suivre. Ce qu'elle fait, c'est pour les hommes, les femmes, mais surtout pour les hommes aussi. Il y a aussi des choses pour les hommes aussi. Vous pouvez prendre, prenez. C'est aussi pour les hommes, en tout cas. Merci pour ta présence. Avec plaisir, merci à vous. Et on se dit à très vite. À très vite. Yes. Merci.